Isabelle Saint-Brice est sur notre plateau pour présenter son ouvrage sur Vladimir Fedorovski, Secrets et confidences, de cet homme qui a eu plusieurs vies et qui en a encore une aujourd'hui, puisque c'est sa troisième, si je compte bien, d'écrivain. Il était du reste venu sur notre plateau présenter son dernier livre, Le fantôme de Staline, où il fait un rapprochement entre Vladimir Poutine et Joseph Staline. Vladimir Fedorovski, on l'a compris, est russe. Mais pour commencer son histoire, il faudrait peut-être dire qu'il est soviétique d'abord. Il naît bien sûr dans les années 40, au moment de la Grande Union soviétique. En 1950, il est né, c'est-à-dire Staline était encore au pouvoir, évidemment. Et c'était une époque très dure, évidemment, pour lui. Surtout pour sa mère, qui travaillait énormément et qui travaillait au plan de Moscou. Et c'était une époque très, très dure, jusqu'à la mort de Staline, qui est mort en 1953. C'est même après, avec Khrouchtchev, c'est quand même très... C'est une époque très dure parce qu'il y a une surveillance policière permanente, il y a des dénonciations, il y a tout ce que l'on sait de l'Union soviétique de l'époque. Bien sûr, on ne pouvait pas parler à son voisin de peur qu'il vous dénonce si vous disiez que vous n'étiez pas très content de telle ou telle chose. C'était, oui, une époque... Peut-être maintenant, d'ailleurs, ça va redevenir comme ça, parce qu'avec Poutine, c'est un peu... Enfin, je n'aime pas trop parler de Poutine. Oui, les comparaisons ne sont pas toujours raison, mais effectivement, il y a toujours en permanence ce risque, ce danger-là. Alors, c'est une enfance soviétique. Donc, vous dites il naît en 1950. En 1956, il y a le rapport Khrouchtchev, il y a le dégel, oui. Mais il y a quand même toujours l'Union soviétique, ensuite de Léonid Brejnev. Mais lui, est-ce qu'il fait partie de cette partie de la population qui est quand même plus privilégiée? Non, en tant que Latour, non, pas du tout. Il se trouve qu'il a pu faire des études très intéressantes parce qu'il était fils de héros de la guerre. Donc Staline s'est bien occupé de ses héros. Déjà ça qu'on peut lui reconnaître. Mais il n'était pas, absolument pas... il était né d'un milieu très modeste. Donc il naît de ce milieu modeste, il va arriver à force de travail, de trouver sa voie. Il est doué pour les langues. Il est doué, très doué pour les langues, et notamment la langue arabe. Et donc à l'issue de ses études au MIMO, il est envoyé en poste en Mauritanie. En Mauritanie, on imagine le choc, mais avant, là ce sont les années 70 déjà, avant, il vit cette jeunesse que vous qualifiez de schizophrène. Oui, parce qu'à l'intérieur, on est libre, mais à l'extérieur, on ne l'est pas. Et tous les soviétiques avaient quand même en eux, ils voyageaient, le père d'Irina disait qu'il avait visité le monde entier, or il n'avait jamais quitté Moscou. Tout était dans l'âme. Dans cette fameuse âme slave. Dans l'âme slave, dans l'âme russe. Il lise beaucoup. Il est passionné de littérature. Oui, et ça c'était sa mère qui lui a inculqué ça, parce que sa mère avait été éduquée par des gens qui avaient connu Tolstoï, Dostoïevski. Ça, c'était des gens qui avaient qui avaient déjà acquis une certaine culture et qui avaient envie de la transmettre. Et c'est ainsi que cette femme, d'ailleurs ce qui est amusant, c'est que Natalia Petrovna est née à Parigy. Parigy, qui est Paris, et qui était un petit village où habitait la famille Tourguenieff. Et Tourguenieff, comme on sait, est venu à Paris, chez les Viardot, il avait carrément sa maison dans le jardin des Viardot, le plus français des écrivains russes. Donc, c'est dans la lignée. C'est dans la lignée, on aime la littérature, on aime la musique également, oui. en Russie. On est plus russe que soviétique, en fait, à ce moment-là, déjà.
Je crois que oui, bien sûr, mais ils ont toujours été plus soviétiques par obligation. Bon, ils ne pouvaient pas faire autrement. Alors il embrasse cette carrière de diplomate grâce à sa maîtrise des langues et puis à une certaine capacité à naviguer aussi quand même dans un milieu difficile, sauf que de temps en temps il gaffe. Voilà. C'est-à-dire que... Et le danger est pas loin. Un jeune homme, il a 20 ans. Alors évidemment, à 20 ans, on bout, on a envie de... Et puis il avait très envie d'aller à Paris et il y avait espoir d'aller à Paris, mais il l'a dit et ça a attisé des jalousies. Donc il a bien failli là ne pas y aller. Et l'ambassadeur Shvedov qui s'occupait de lui à cette époque-là lui avait dit tu as trop parlé. Il a dit alors je ne vais pas aller à Paris. Il lui avait dit si, mais maintenant tu apprends à fermer ton clapet, ce qu'il apprendra à faire, qui lui permettra ensuite de revenir à Moscou et d'être au plus près du pouvoir jusqu'à être collaborateur très proche de Gorbatchev au moment où celui-là va tout bousculer avec sa perestroïka. Oui. Il était très proche d'Alexandre Yakovlev, qui était l'éminence grise de Gorbatchev. Et donc là, il est aux côtés du pouvoir, mais dans un pays qui est dans tous les sens et qui menace d'éclater jusqu'au moment où, effectivement, il y a un putsch, tentative de renversement du pouvoir, KGB, mais oui. qui va aboutir à autre chose que ce qu'espéraient les putschistes, qui va aboutir finalement à une démocratisation, une forme de démocratisation de la Russie et des pays de l'Union soviétique. Oui, là, je crois que tout le monde a eu beaucoup de chance, parce que ça aurait pu, c'est vrai, il le dit souvent, que ça aurait pu se terminer dans un bain de sang, et oui, parce que quand ils étaient sur les chars à Moscou, si ça s'était enflammé, d'abord ils seraient tous morts, Yeltsin et Vladimir, parce qu'il était sur le char en même temps, ça aurait pu très très mal se passer et enflammer le monde, bien sûr. Or, tout ça. L'Union soviétique est une puissance militaire et nucléaire surpuissante. Voilà, 10 000 têtes nucléaires. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, il est au sommet du pouvoir, il travaille, il œuvre, il milite pour cette Russie démocratique, et puis tout à coup la bascule, et cette troisième vie, après la vie de diplomate plutôt rangée, plutôt calme, cette vie de militant politique, il vient s'installer en France et il embrasse la carrière d'écrivain. Oui, alors là, ça ne s'est pas fait sans heurts. Il a fallu du courage pour quitter quand même une situation installée et pour arriver dans un pays qu'il connaissait certes, mais il n'avait plus son salaire, c'est courageux d'arriver avec sa femme et sa fille comme ça, sans rien. Et petit à petit, il a commencé à écrire, il a fait du journalisme, parce que les gens qui vous ouvrent les bras quand vous êtes diplomate, etc., et que vous distribuez, vous les invitez, etc., voilà. Après, quand vous êtes dans le creux de la vague, on vous regarde différemment. Et puis après, ça rechange. Mais c'est humain. Et cette carrière-là, donc nouvelle, finalement, il l'a réussi aussi, puisque c'est un garçon de talent. C'était son rêve. Quand il était enfant, il voulait être écrivain. Donc, plus écrivain qu'homme de pouvoir, en fait. Oui. Oui, c'est bon, évidemment. Il a un pouvoir sur les gens, parce qu'il est... Peut-être plus important encore, du reste. Il y a quelque chose en lui qui est comme ça. Mais ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir. Ça ne l'intéresse pas du tout. Sans ça, il se serait installé
dans la bande de Yeltsin, il aurait fait fortune, etc. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait. Ce n'est pas le choix qu'il a fait, c'est Voilà. bien ce parcours étonnant que vous nous racontez dans ce livre. Vladimir Fedorovski, Secrets et confidences aux éditions du Rocher, par Isabelle Saint-Brice. Merci d'avoir été avec nous.